Aujourd'hui fait partie d'un cycle de 5 manifestations de l'EIFR qui sont consacrées à l'impact de la crise du coronavirus sur le secteur financier. Nous avons voulu comprendre dans ces réunions d'abord quelle était la réponse de l'Union européenne avec la représentation en France de la Commission européenne et la réponse de la France avec la DG Trésor notamment, cette réponse au choc économique. Donc nous avons eu cette session il y a une semaine ou un peu plus. Nous avons voulu comprendre aussi quelle était la situation économique d'ensemble et nous avons eu un point macroéconomique hier. Nous avons voulu savoir quelle était la situation du secteur bancaire à l'issue de 3 mois de crise. Nous en avons parlé un peu dans nos rendez-vous de la régulation la semaine dernière et nous allons le détailler à nouveau avec Alain Lorrain le 1er juillet. Nous avons fait aussi un point sur l'impact sur les secteurs de l'assurance, ça a été abordé également dans nos rendez-vous de la régulation la semaine dernière. Et puis aujourd'hui, l'action des régulateurs européens et standard setters, pas seulement les régulateurs, mais pour aider le secteur financier à absorber le choc. Alors, il apparaît en réalité que la réponse des régulateurs a été rapide, a été forte, a été coordonnée. Et c'est vrai qu'entre la mi-mars et la fin mars, il y a eu un certain nombre et Alain et Frédéric vont en parler, un certain nombre de publications ou d'indications données par les différents acteurs. Ça a commencé par la BCE, je crois, le 12 mars, ça a été poursuivi, enfin la BCE l'a fait en 2 fois, le 12 et le 20 mars, le BA le 25 mars, l'ESMA à peu près à la même date, le comité de Bâle quelques jours à peine après, et l'IASB aussi pour l'application de IFRS 9 et ça a continué en avril, chacun avec chacun de ces acteurs avec des indications, des statements, des guidance, en tout cas qui toutes convergeaient vers un même type de réponse à ce choc. C'était une réponse qui était finalement assez constructive et facilitante. C'est vrai que il y a eu un choix, semble-t-il, d'appliquer les règles prudentielles avec souplesse, de façon à conforter les banques, et ça en utilisant la flexibilité prévue dans les textes fixant le cadre prudentiel. Aussi en n'utilisant pas une approche trop mécanique pour IFRS 9 et puis en demandant aux banques aussi d'exercer leur capacité de jugement. Alors ça ne vaut sûrement pas dire qu'il ne faudra pas reconstituer lorsqu'on applique les règles prudentielles avec souplesse et donc une certaine flexibilité dans l'utilisation des coussins notamment. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas les reconstituer, ces coussins, après la crise. Mais il y a en sous-jacent, semble-t-il, l'idée que chez les régulateurs et standard setters, que le choc est fort, mais qu'il est de nature plus court terme peut-être que structurel. Et c'est là, il est intéressant de voir qu'on distingue là une application de la réglementation quelque part comme on la souhaite, c'est-à-dire flexible, adaptée et consciente des besoins des acteurs. Et il reste d'ailleurs à voir comment les établissements vont utiliser cette flexibilité. Alors il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, quel est le contenu des mesures qui ont été proposées par ces différents régulateurs et standard setters? Quelle est la nature de cette flexibilité? C'est une simple application de la règle ou c'est le signe d'un acte très volontariste des régulateurs? Quelle est la pérennité aussi de cette attitude plutôt conciliante des régulateurs? Et puis peut-être, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour les superviseurs nationaux dans tout cela? Enfin, Frédéric pourra nous en dire un mot. Donc voilà, l'idée de cette matinale est de bien comprendre que ce regard des régulateurs sur cette adaptation à la crise, comment les établissements financiers doivent bien intégrer cela, doivent bien l'appliquer également s'ils le veulent. Et en tout cas, nous allons être très
très intéressé à entendre les commentaires à la fois de l'observateur attentif et expert, et puis les commentaires également du régulateur sur cette approche des autorités publiques pour aider les acteurs financiers, notamment bancaires, à passer ce cap de la crise. Donc merci Alain, merci Frédéric pour vos commentaires. Nous allons prendre, enfin vous pouvez poser des questions. Les questions se posent plutôt par écrit par chat. Vous avez la possibilité d'écrire à l'écran sur la partie en bas à droite de l'écran vos commentaires que l'on prendra en fin de session, puisque Alain va parler une vingtaine, 20-25 minutes peut-être, Frédéric également une vingtaine de minutes, et il nous restera un quart d'heure à la fin pour prendre les questions que vous aurez bien voulu écrire ou nous faire connaître par l'intermédiaire du chat, c'est-à-dire cette façon d'écrire les questions et de nous les signaler. Voilà, bonne matinée à tous, merci encore Alain et Frédéric, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Michel. Donc je suis Alain Lorrain, je suis responsable chez Moody's de la notation des banques françaises, des banques du Benelux et des banques italiennes, et ensuite de ces responsabilités de notation d'émetteurs bancaires. J'appartiens également à un groupe au sein de l'agence de notation qui regarde avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention et qui commente très régulièrement tous les sujets réglementaires qui ont, inutile de le dire, des implications très importantes pour l'activité des banques. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est Regulatory Framework under Covid. Je crois que Michel a très bien résumé la caractérisation qu'on peut faire aujourd'hui de l'action des autorités publiques en matière de régulation et de supervision. Les deux vont ensemble, bien évidemment. Et si je devais mettre en avant trois mots ou trois qualificatifs, je dirais que c'était une réponse très coordonnée. C'est une réponse qui a été empreinte d'une très grande réactivité. Et le troisième qualificatif me paraît également aussi important, avec beaucoup de lisibilité. Et pour les acteurs de marché, et nous sommes un des éléments du marché, c'est très important d'avoir une communication claire sur à la fois les objectifs, les intentions, les contraintes et les modalités d'intervention. Jusqu'à présent, nous considérons que la réponse des autorités a été, je dirais, disciplinée, et avec peut-être le bémol qui n'en est sans doute pas un, jusqu'à présent. Après, on verra, l'avenir nous dira, mais jusqu'à présent, on considère qu'on est en face d'une gestion parfaitement maîtrisée d'une crise naissante. Pour nous, en fait, on distingue, et la crise est très courte, mais on peut déjà, je crois, distinguer trois temps. Le temps numéro un, c'est le temps, c'est quelques semaines au cours desquelles il y a eu une intense coordination entre toutes les autorités prudentielles impliquées dans la gestion de ce type d'événement, que ce soit le comité de Bâle, IOSCO, l'ESMA, la Banque centrale européenne, en Europe la Banque d'Angleterre, et tous ces gens-là ont communiqué au marché, et à aucun moment on s'est dit tiens, il y a un problème parce que l'un dit quelque chose et l'autre ne dit pas exactement la même chose, voire même dit le contraire de ce que le précédent a dit au marché. Donc ça, c'est, je crois, le produit de la crise précédente, qui avait donné, je dirais, de très bonnes habitudes, ou en tout cas une expérience face à ce type d'événement,
Et je me souviens qu'il y a quelques années, s'agissant des normes comptables, il y avait eu des discussions assez âpres entre la Commission européenne et le normalisateur comptable sur le traitement comptable qu'il fallait réserver à certains titres qui étaient un peu chahutés sur les marchés. Et il avait fallu pas mal de semaines avant que la situation soit stabilisée. Ici, dans cet épisode-là, on n'a pas vu ça. Et donc ça, c'est une très 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 bonne nouvelle. Mais donc dans ce premier temps, je le qualifierais, c'est le temps de la flexibilité. C'est-à-dire, on rappelle que le cadre prudentiel lui-même n'est pas quelque chose d'absolument rigide, et je reviendrai sur ce point un peu plus en avant tout à l'heure. Il y a de la flexibilité dans le cadre lui-même. Et donc ce cadre, il doit être flexible, il doit être mis à profit, notamment dans une situation difficile. Ça, c'était le premier temps. Et puis, je crois qu'on est rentré dans le deuxième temps avec les modifications réglementaires qui vont entrer en vigueur dans quelques jours, ce qu'on a appelé, ou ce qu'on appelle communément aujourd'hui, CR2, Quick Fix. Quick Fix, disant bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire on modifie un certain nombre, ou on anticipe sur un certain nombre de règles déjà existantes, on accélère le calendrier, mais également on modifie des règles du cadre prudentiel. Donc là, on n'utilise pas la flexibilité. On s'est dit, ben non, là, le cadre prudentiel, il n'est pas adapté, ou on pense qu'il n'est pas adapté, et on va devoir changer les règles pour que ça marche, et pour que ça marche au mieux pour les mois qui viennent. Ça, c'est le deuxième temps. On modifie les règles. Et puis, on va très vite rentrer, à mon avis, dans le troisième temps. Et le troisième temps, c'est préparer la crise elle-même, en fait, ou les manifestations de la crise elle-même. Aujourd'hui, on fait tout son possible pour éviter qu'il y ait une explosion des NPL dans les comptes des banques. On fait le maximum pour qu'il n'y ait pas de mouvement dans les différentes catégories comptables IFRS 9. Mais à la fin des fins, tout le monde sait qu'il y aura des dommages, qu'il y aura des clients qui ne seront pas en mesure de rembourser, des entreprises qui vont faire faillite, des ménages qui vont se retrouver au chômage. Et donc ces difficultés-là, il va falloir à un moment ou à un autre les traduire dans les comptes des banques. Et à ce moment-là, il peut y avoir quelques difficultés, et ce que on dit aujourd'hui, à savoir les banques sont la solution, eh bien peut-être que demain, les banques, ou certaines d'entre elles, évidemment pas toutes, mais peut-être que certaines d'entre elles deviendront le problème, ou deviendront un problème. Et donc dans cette phase 3, il faut réfléchir, et je crois que c'est le cas, même si la communication publique à cet égard est un peu, comment dire, lacunaire, mais c'est normal. On parle de quoi? On parle de bad bank. C'est-à-dire, on revient à une discussion qu'avait initiée avec force Andrea Enria quand il était le président de l'EBA, et maintenant président ou chairman du board de l'ESM. Bien évidemment, c'est un sujet qu'il va regarder de façon très attentive. Alors, quelles mesures ont été prises? Les mesures ont été prises par, comment dire, ont été nombreuses et ont été variées. Sur ce slide, vous pouvez voir les mesures phares qui ont été décidées au tout début, c'est-à-dire la BCE dit, vous pouvez utiliser votre capital buffer, vous pouvez utiliser votre LCR, il n'est pas nécessaire qu'il soit au-dessus de 100%, s'il descend en dessous de 100%, ça ne sera pas un drame, on l'accepte, on comprend très bien que les conditions sont extrêmement difficiles, et donc nous serons nous-mêmes flexibles. Et alors donc on assiste aujourd'hui à quelque chose d'assez, comment dire, un tout petit peu inhabituel, c'est que la dite flexibilité dont a parlé Michel tout à l'heure, eh bien cette flexibilité, les superviseurs nous disent tous les jours,
ou quasiment tous les jours, ah, mais cette flexibilité n'est pas utilisée par les banques et ça nous embête. On leur a donné de la flexibilité, mais qu'en font-ils? Pourquoi ne l'utilisent-ils pas? Et donc ça pose un problème, puisque en réalité cette flexibilité, elle a été donnée avec un objectif bien évidemment très très clair, prêter à l'économie, faire que l'économie réelle, que le choc actuel de demande et d'offres soit surmonté de la meilleure des façons. Et évidemment, les banques sont au cœur de la résolution de cette affaire. Donc, en ce qui nous concerne, quand nous entendons cela, nous, agences de notation, et dans les discussions que nous avons avec les banques au quotidien, nous n'avons pas, l'impression, peut-être à tort, mais nous n'avons pas l'impression que les banques répugnent à prêter aux ménages et aux entreprises de peur de voir leur cortiroine baisser. Même si c'est assez logique, le CFO d'une banque n'a pas pour ambition d'amoindrir son cortiroine, il est à un bon niveau, il a une trajectoire, il n'a pas envie de perdre 1 point, 2 points, 3 points de cortiroine. Mais je ne crois pas que cette préoccupation très légitime d'afficher des fondamentaux solides aboutissent pour autant à ce qu'une banque décide, ah ben non, je ne vais pas prêter ou je vais moins prêter parce que je ne veux pas affecter mon cortiroine. Enfin, en tout état de cause, jusqu'à présent, c'est pas ce que nous voyons en ce qui nous concerne. Sur le slide suivant, je donne un aperçu un peu plus complet de toutes les choses qui ont été faites du côté de la régulation ou du côté de la supervision, et on voit bien que notamment les autorités prudentielles ont souhaité alléger la charge administrative des banques pour les laisser se concentrer sur l'essentiel, à savoir gérer la crise. Alors, il y a un sujet sur lequel je voudrais m'appesantir quelques secondes, c'est l'utilisation là aussi des countercyclical buffers. Et ces countercyclical buffers, ils sont à la main des autorités nationales, et c'est les autorités nationales qui ont pris l'initiative, coordonnée bien évidemment avec les superviseurs, de les suspendre, au moins à titre provisoire. La question d'il y a quelques mois, notamment en France, quand le Haut Comité de stabilité financière a pris la décision d'appliquer ou de renforcer ce countercyclical buffer, c'était un excès de distribution de crédit. Je pense que ce sujet ne se pose plus dans les mêmes termes aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur l'usage, de la flexibilité contenue dans le cadre prudentiel. Peut-être un mot qui est celui du stigma. En fait, quel est le problème auquel se trouvent confrontées les banques? Je reviendrai tout à l'heure sur IFRS 9. Quand vous avez la possibilité d'opter, par exemple, pour un dispositif prudentiel plus flexible, eh bien, la réaction des marchés sera de dire « Ah, ben, s'ils utilisent la flexibilité, c'est qu'ils en ont absolument besoin. En fait, ils ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser cette flexibilité. » Et on va comparer la dite banque à la banque qui, elle, dit « Ben non, moi, cette flexibilité, je n'en ai pas besoin, j'ai des fondamentaux solides, et donc non, je ne vais pas opter. » Donc là, on risque d'avoir une forme de fragmentation de la population des banques entre les banques les plus fortes et les banques les moins fortes. Donc, tout le jeu consiste à inciter les banques, toutes, à opter pour la flexibilité que leur donnent les superviseurs pour éviter cet effet de stigma. Peut-être un mot sur la discussion sur le MDA et la suspension du paiement des coupons.
Écoutez, là, sur ce sujet-là, il y a eu beaucoup de bruit dans le marché. Nous, on pense que c'est un sujet en réalité assez secondaire. L'objectif des superviseurs, c'est que les banques augmentent leurs fonds propres. Et à cet égard, c'est bien plus efficace de leur demander de ne pas payer de dividendes que de ne pas payer leurs coupons. Donc là, la Banque centrale européenne a été très très claire sur le sujet. Ce n'est pas un outil sur lequel ils vont pousser très fortement pour inciter les banques à suspendre le paiement de leurs coupons sur le tier 1. Donc ça, c'est pas le sujet. Alors, donc, je l'ai, je crois, dit assez clairement, les superviseurs ont cette ambition comment dire, d'éviter un stress inutile, hein, et pour éviter ce stress inutile, le raisonnement, c'est de dire, bien, on va avoir un choc. Ce choc va être, bon, 2020, peut-être une partie 2021, et ensuite il y aura un rebond. C'est également la vision que nous avons, nous, en tant qu'agence de notation. Et donc, avant de prendre des actions de rating, qu'est-ce que nous regardons? Nous regardons si la banque est en mesure d'absorber le choc et si, oui ou non, il y aura un retour à la normale à l'issue ou au cours de la crise. Donc, en réalité, est-ce que la banque va être très affectée, moyennement affectée ou pas affectée? Et est-ce que le positionnement relatif de la banque par rapport à ses pairs est modifié ou n'est pas modifié? Alors, j'aimerais revenir sur un point que j'ai abordé de façon allusive, c'est IFRS 9 qui est un sujet très important parce que bien évidemment, il est au cœur de la gestion de la crise. Les banques doivent prendre tous les jours, enfin en tout cas tous les trimestres pour celles d'entre elles qui reportent trimestriellement, des décisions sur la classification de leur risque. Est-ce qu'il y a eu une augmentation significative du risque qui justifie un mouvement en stage 2? Est-ce qu'il y a une évidence d'un impairment? Est-ce que le débiteur va payer ou pas payer, même si on lui a accordé un moratoire ou même si on lui a accordé un crédit supplémentaire avec la garantie de l'État? Est-ce qu'à la fin des fins, ce crédit sera remboursé? Donc aujourd'hui, les autorités prudentielles et comptables ont donné un peu de flexibilité en disant, bah, écoutez, IFRS 9, il n'y a pas d'application mécanique d'IFRS 9, usez de votre jugement et prenez les bonnes décisions. Ce qui ne veut pas dire, ô combien non, que les décisions doivent être, comment dire, euh, de mauvaises décisions au regard de la capacité d'un emprunteur à rembourser sa dette. Le BA sur ce sujet a été très clair. Les chiffres ne doivent pas être manipulés entre guillemets, si je peux utiliser ce mot sans doute un tout petit peu fort. Mais à un moment ou à un autre, un moratoire qui tourne mal, c'est évidemment un impairment en vue. Et là, il y aura pas de recette. Mais pour le moment, c'est ce qu'on a vu dans les comptes des banques au premier trimestre. Il y a eu une forte augmentation du coût de risque dans les comptes des banques. On est passé en moyenne, on a sur un échantillon de 23 banques en Europe, on a un coût de risque qui avoisine 90 points de base, ce qui est une augmentation très 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 significative déjà dans les comptes du cœur. Mais j'y reviendrai plus tard au mois de juillet puisqu'on a une discussion sur ce thème général. Alors, il y a également un sujet qui concerne la phase 3 dont je parlais tout à l'heure et qui a trait au State Aid Framework. Le State Aid Framework est très important. Pourquoi? Parce que en réalité, si demain ça tourne mal, si demain certaines banques ne sont pas en mesure de faire face à la crise, si l'utilisation de la flexibilité en matière de capital ou de liquidité n'est pas suffisante, hein, si en réalité leurs fondamentaux se dégradent trop fortement, il faudra trouver des solutions. Et là où les bad banks sont évidemment des outils qui sont susceptibles d'être utilisés pour gérer
ce type d'afflux de NPL. Mais une fois qu'on a dit ça, une bad bank, ce n'est qu'un outil de gestion de crise. À la fin des fins, la vraie question, et la seule question qui importe, c'est de savoir si le jour où la bad bank est utilisée par la good bank, la good bank demeure good bank. Et est-ce que cette good bank ne va pas en réalité, pour pouvoir se délester d'actifs compromis, ne va pas avoir besoin de capital? Et quand on parle de capital dans une situation de crise, on pense immédiatement à des fonds publics. On voit bien, par exemple, aujourd'hui en Italie, que chaque fois qu'une petite banque ou qu'une moyenne banque a des problèmes, on fait appel à l'État pour gérer cette situation difficile. Et donc là également, le State Aid Framework, tel qu'il est aujourd'hui, permet en réalité au pouvoir public, par exemple sous forme de recapitalisation précautionnelle, permet d'apporter un soutien. Donc je ne vais pas comment dire, m'étendre sur ce sujet parce que je voudrais dire quelques mots de CR de Quick Fix très très rapidement. Là, deux dispositions très importantes en réalité. Certaines mesures assez techniques avec un impact réduit, d'autres mesures qui sont en réalité l'anticipation de ce qui était déjà dans CR2, notamment le SMI Factor, qui peut avoir un impact significatif sur le core tier 1 des banques. Mais il y a deux mesures qui sont très importantes. La première, c'est IFRS 9. On prolonge de 2 ans le calendrier. Et surtout, on permet aux banques de déduire 100% des provisions supplémentaires de niveau 1 et de niveau 2, pas s'il s'agit d'impairment bien évidemment, à hauteur de 100% en 2020 et à hauteur de 100% en 2021. Et là aussi, on sait très bien, les banques nous le disent, qu'il y a une pression amicale de la part de la Banque centrale européenne pour que toutes les banques optent pour les mesures transitoires. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, de très très nombreuses banques ne sont pas sous mesures transitoires. Elles ont fait du front-loading d'IFRS 9 en 2018. Et donc, on a vu quelques grandes banques décider d'opter. J'ai deux noms en tête récemment. BNP Paribas, qui a effectivement un ratio de capital qui n'est pas absolument génial, et Rabobank qui a un ratio de capital qui est très supérieur au ratio de capital de BNP Paribas et qui pour autant a opté pour les mesures transitoires. Alors qu'on pourrait se dire, en ont-ils réellement besoin? Eh bien oui, ils l'ont fait et sans doute pour éviter le problème dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir le stigma. Il y a une deuxième mesure qui est très importante, notamment pour les banques italiennes qui m'intéressent au plus haut point à titre personnel, dans l'agence, évidemment, c'est le traitement des titres de la dette publique qui sont, comment dire, bookés dans Fair Value through OCI. Et s'agissant des variations de prix, comme vous le savez, ces titres, quand ils sont dans cette catégorie comptable, les variations de prix affectent directement l'equity et en affectant l'equity, affectent de facto ou de jure en réalité le core tier 1. Eh bien, cette disposition-là a été, on a réintroduit un filtre prudentiel qui permet, en cas de problème, de neutraliser, en tout cas en 2020 à hauteur de 100%, de neutraliser l'impact prudentiel des variations de prix. Évidemment, si demain il y a un petit problème en Italie sur la dette publique, ça peut avoir un impact très important sur le bilan des banques italiennes qui détiennent beaucoup de dettes publiques. C'est le pays dans lequel les banques ont l'exposition la plus forte à leurs souverains et ça représente plus de 11% de leurs actifs bancaires. Donc, ce n'est pas un petit sujet. Je vois que le temps passe, qu'en fait mon temps est comment dire, utilisé. Je ferai peut-être un dernier commentaire. J'ai dit en introduction que jusqu'à présent, il y avait une gestion disciplinée. Oui, c'est très bien. On peut s'en féliciter, mais demain, qu'est-ce qui peut se passer? Si demain les choses tournent mal, on peut avoir la nécessité pour les superviseurs de faire d'autres choses. J'ai évoqué la bad bank et il y a un sujet bien évidemment
qui va occuper bientôt, et je crois que la BCE va dans quelques jours ou quelques semaines sortir un papier sur de doctrine sans doute sur le sujet, à savoir la consolidation, les fusions. Qu'est-ce qui va se passer? Car à la faveur d'une crise, on sait très bien que les banques qui ont un business model faible, les banques qui ont des fondamentaux faibles, vont être bien évidemment et par définition les plus affectées. Et à ce moment-là, on peut s'attendre peut-être à je ne dirais pas une vague de consolidation, ça peut être une vaguelette, mais en tout état de cause, il y aura des choses sur ce terrain-là. Et je crois que j'en ai terminé, Michel. Je passe le bâton à Frédéric. Merci, merci beaucoup Alain. Alors Frédéric n'est pas en vidéo, mais simplement au téléphone. Mais je pense qu'on l'entend très bien, ou qu'on va très bien l'entendre, et ça ne nous empêchera pas de voir ces slides défiler. Si on, si on veut bien les charger maintenant. Merci Michel, bonjour à toutes et à tous. Frédéric Carbeau, je suis directeur des affaires internationales du secrétariat général de la CPR, qui est la direction qui est en charge des questions réglementaires prudentielles pour les banques et pour les assurances. Vous verrez ma présentation, Elle est là. On va retrouver beaucoup de points très, très convergents avec ce qu'Alain Lorrain vient d'indiquer. L'objectif, pas forcément reprendre la liste des mesures, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments ont déjà été apportés, mais peut-être essayer, et donc là je suis sur la page 2, de retracer ce qui a été finalement le raisonnement des régulateurs et des superviseurs et la manière dont les différentes séries de mesures se sont inscrites dans ce raisonnement et en adoptant finalement une présentation un peu chronologique de la situation. Alors, le premier élément, bien sûr, là je passe à la page 3, c'est au fond quel était le diagnostic immédiat qu'on a pu faire de la situation de crise. Alors l'élément fondamental, évidemment très, très intuitif, voire banal, mais je voudrais quand même y insister un petit peu, c'est le fait que contrairement à la précédente grande séquence de crise des années 2007, initiée dans les années 2007-2008, la crise actuelle ne trouve pas ses racines, sa source dans le secteur financier, mais dans une crise pandémique exogène au système financier. Alors, même si c'est banal de le dire, je crois qu'il faut quand même avoir un peu en tête tout le débat qu'on sentait monter au cours des années qui ont précédé la crise sanitaire sur est-ce qu'on aura une prochaine crise. Je crois que du côté des autorités de supervision, on a toujours dit que oui, on a forcément des crises avec à un moment ou un autre des manifestations financières, mais ce qui est important, c'est d'avoir un système financier résilient pour y faire face. Et d'autre part, le débat sur quel sera le prochain scénario, quel sera le prochain facteur de déclenchement. Et là, on se rend compte que on est dans une situation de crise pandémique, mais qui a évidemment des effets de diffusion complètement différents de ce qu'on a pu rencontrer lors de la séquence précédente, puisque c'est de l'économie réelle vers le secteur financier qu'on trouve le facteur de diffusion. Et bien sûr, l'élément fondamental, c'est que les leçons de la crise précédente ont permis de renforcer très significativement les positions, que ce soit en solvabilité ou en liquidité des banques, ce qui est, pour le point de départ de la crise, évidemment, un facteur très, très, très important. Et compte tenu de l'impact très incertain sur l'économie réelle, sur le scénario de reprise,
encore beaucoup de débats autour de ce point. L'objectif fondamental, la priorité, c'est de faciliter le rôle de financement de l'économie réelle, du secteur financier dans son ensemble, et évidemment des banques en particulier. Ça rejoint complètement ce qu'Alain Lorrain indiquait tout à l'heure sur les banques sont la solution. Je pense que c'était tout à fait le raisonnement des superviseurs et des régulateurs en point de départ de cette crise. Alors, sur la page 4, évidemment, la première priorité, la première réponse immédiate, ça a été de se préoccuper d'assurer la continuité opérationnelle. On n'en parle plus tellement, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler parce que finalement, cette crise, ça a été d'abord, dans sa première manifestation, un test de résilience opérationnelle d'une ampleur tout à fait considérable, hein, et on testait aussi la capacité des différents acteurs à assurer la continuité de leurs opérations dans un environnement très, très dégradé. Et puis, bien sûr, outre la continuité opérationnelle, l'autre objectif immédiat, c'était de prioriser toutes les questions autour du traitement de crise. Alors, quelles ont été les traductions? Le premier point, c'est justement de se préoccuper de la capacité des acteurs, et donc tous les superviseurs ont mis en œuvre des dispositifs de suivi très rapprochés de la continuité opérationnelle des établissements sous leur supervision. Dans ce contexte, un appel à la vigilance sur le risque cyber. Là aussi, c'est assez intuitif. La deuxième traduction, ça a été, donc pour cette fois-ci faciliter la priorisation du traitement de crise. Alain Lorrain faisait référence d'alléger finalement toutes les contraintes qui auraient pu entrer en conflit avec cet objectif de se concentrer sur les priorités immédiates de la crise. Donc ça s'est traduit par l'allègement du reporting, le report des stress tests ABE, enfin tout ce qui pouvait permettre d'alléger les contraintes immédiates des établissements. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'un certain nombre de chantiers réglementaires ont aussi été reportés. Alors, je vais peut-être un petit peu décevoir une partie de l'audience, mais je pense que c'est bien comme ça qu'il faut interpréter, comprendre le report par le GIOS, par les gouverneurs des banques centrales et les chefs de supervision de l'application de Bâle 3 d'un an et du nouveau cadre pour le risque de marché, la FRTB. Il n'y a pas associé à ce report de messages, de remise en cause du contenu. Je pense que, au contraire, la crise montre que le renforcement la solidité du système financier opéré par étapes depuis la crise précédente, c'est un atout majeur pour faire face à des scénarios, d'ailleurs encore inconnus sur le moyen terme de la crise actuelle. Hein. Donc c'est vraiment un décalage, je dirais, d'ordre opérationnel pour permettre de se concentrer sur les priorités. La deuxième réponse, et là je passe à la page 5, ça a été dans le cadre de cet objectif majeur de soutenir le rôle des acteurs financiers dans le financement de l'économie réelle, une première réponse immédiate qui a été d'utiliser la flexibilité du cadre existant. Alain Lorrain l'a présenté déjà tout à l'heure. C'était l'encouragement fait aux banques d'utiliser la flexibilité sur les coussins de capital et de liquidité.
Pour les autorités macroprudentielles nationales, la réduction ou la mise à zéro des coussins contracycliques. Et je crois que le point important à souligner, c'est que on a eu pas mal de commentaires immédiats qui ont suivi ces mesures pour dire ah ben voilà les superviseurs prennent des mesures pour revoir le cadre, alléger le cadre de solvabilité ou de liquidité des banques. Non, je crois que le message vraiment important, c'est que le cadre mis en place suite à la crise précédente incorpore pleinement un certain nombre de mesures de flexibilité qui sont là, alors qu'elles soient de nature micro ou macro-prudentielle, pour justement avoir un effet contracyclique. Et donc, l'objectif de ces mesures, et je pense que c'était une des grandes leçons de la crise précédente, qu'on ne doit pas avoir que des mesures en dur, entre guillemets, mais aussi des mesures de coussin contracyclique qui permettent, qui sont mis en œuvre en haut de cycle, mais qui ont vocation à être lâchés lorsque les circonstances le justifient. Donc c'est juste l'application de la logique et du cadre mis en place suite à la crise précédente. Et un test en grandeur réelle, d'ailleurs, parce que c'est la première fois où on l'utilise dans ce contexte, de finalement le bien fondé de ce type de mesures. Ça s'est accompagné de messages convergents pour limiter les distributions de dividendes, puisque l'objectif de ces mesures, c'est vraiment de préserver la capacité de financement, d'éviter bien sûr dans un premier temps le deleveraging, c'était la leçon de la crise précédente, mais aussi de faciliter justement le financement de l'économie réelle et donc de restaurer de maintenir cette capacité de financement et pas de distribuer des dividendes. Donc là aussi, on est complètement dans la logique de ce qui s'est mis en place suite à la précédente crise. Toujours, et je passe à la page 6, dans cette logique de soutien au financement de l'économie, au-delà d'utilisation rapide, immédiate et réactive des flexibilités incorporées dans le cadre existant, c'est aussi assurer un traitement prudentiel adéquat des dispositifs de crise. Donc là, je cite les deux grands chapitres, c'est la reconnaissance prudentielle du bénéfice des moratoires. On pense bien sûr aux orientations de l'ABE qui portent sur à la fois les moratoires de nature législative et non législative, mais cette interprétation, elle est aussi confortée par la communication le 28 avril. C'est pas uniquement le quick fix et la publication de modifications de CRR2, c'est aussi une communication de la Commission européenne qui conforte les mesures et l'interprétation donnée à la réglementation par à la fois la BE et les différentes autorités de supervision. Et puis l'autre exemple, c'est la reconnaissance. Alors là, je suis désolé, la formulation est pas très claire. Il y a eu un petit bug dans la rédaction. C'est la reconnaissance de la garantie apportée par l'État dans le cadre des différents mécanismes de prêts qui ont été mis en place dans les différents États, avec là toute une série de conséquences, y compris d'ailleurs la logique du quick fix dans le cadre du filet de sécurité NPL, d'étendre le bénéfice de garantie crédit export à l'ensemble des prêts garantis par l'État. Je m'arrête un instant aussi sur un autre sujet qui est
dans le cadre du quick fix, d'autres mesures comme l'anticipation du calendrier de CRR2 sur un certain nombre de points qui permettent là aussi de faciliter le financement de l'économie. Donc, c'est les facteurs de soutien pour les PME ou les infrastructures. L'accélération aussi sur le traitement prudentiel des logiciels et les conditions dans lesquelles la BE, qui vient d'engager sa consultation publique, va pouvoir reconnaître le bénéfice d'une pondération d'un certain nombre d'actifs logiciels au lieu d'une déduction complète. Et puis, logique aussi autour du ratio de levier avec la révision du mécanisme d'exclusion des réserves banques centrales. Alors, le mécanisme, la correction du mécanisme est d'ailleurs moins pour faciliter directement l'efficacité des mesures de politique monétaire que pour éviter de faire porter, en traitant justement, en allégeant le mécanisme de compensation, de façon à faire porter sur les autres postes de bilan le poids du ratio de levier et donc éviter cette contrainte sur le financement de l'économie au moment où on souhaite justement voir les acteurs participer activement à leur rôle de financement de l'économie réelle. Au-delà de cet objectif sur le financement de l'économie, il y a eu, là je passe à la page 7, toute une série de réflexions et un certain nombre de mesures sur la dimension de limitation de la procyclicité. Alors, sujet évidemment constant en période de crise, avec différentes traductions sur l'utilisation des nouvelles normes comptables. Je ne vais pas le développer, Alain Lorrain l'a présenté très largement, mais aussi d'un certain nombre d'aspects sur les normes prudentielles. Et là, je pense en particulier sur le traitement du risque de marché, le cadre actuel, avec la revue dans le quick fix des éléments multiplicateurs en cas d'échec au backtesting qui permettent de revoir, de limiter la possibilité de la norme en période de grande volatilité. Et puis les mesures qui ont été prises aussi sur le MSU, sur la partie qualitative des multiplicateurs. Autre élément sur la procyclicité, alors c'est pas juste pour le plaisir de débattre avec Alain Lorrain, mais je pense que c'est un point important qui est la réflexion sur le rôle des agences de notation, des notations de crédit. Je dirais qu'indépendamment, ce n'est pas du tout un jugement de valeur sur la méthodologie des agences en période de crise, mais ce qu'on a constaté, c'est que il faut se préoccuper de la question de l'effet stigma, c'est-à-dire indépendamment même de ce qui va se passer et de l'activation de dégradation par les agences, les acteurs incorporent dans leur comportement le risque d'effet stigma et ça peut conduire dans un certain nombre de cas à des réticences sur l'utilisation des flexibilités offertes par les coussins. Alors, on ne l'a pas vraiment constaté sur l'allègement des coussins de solvabilité. On l'a vu un petit peu plus sur la toute première étape de la crise, avant l'augmentation de l'alimentation en liquidité de banque centrale, sur l'utilisation du LCR. Et donc, c'est bien sûr une préoccupation pour les autorités de supervision. Et là, la piste, ce n'est pas une piste de court terme, mais qui doit être une réflexion, c'est finalement comment est-ce qu'on peut, dans le cadre prudentiel, ajuster en tant que de besoin des éléments qui nous apparaîtraient trop mécaniques entre les notations de crédit et le cadre prudentiel.
Ça ne veut pas dire d'ailleurs que on souhaite nécessairement se passer de toute référence aux notations de crédit dans le cadre prudentiel. Ce n'est pas en tout cas la logique de la CPR, mais d'éviter des liens qui sont trop mécaniques et qui peuvent avoir un effet procyclique. Un élément important, alors je l'ai mis en page 8, mais c'est finalement, je dirais, un point commun pour l'ensemble de la gestion de crise, c'est la promotion de réponses coordonnées. Donc là, Alain Lorrain l'a aussi évoqué, je crois que une des leçons très importantes de la crise précédente qui a été tirée, c'est qu'il est absolument indispensable d'avoir des réponses coordonnées au niveau européen, au niveau international, et donc d'utiliser pleinement les différentes enceintes qui permettent de coordonner ces réponses et d'avoir des messages convergents. Donc là, sur ce transparent, on rappelle, c'est d'ailleurs très incomplet parce on n'a pas on n'a pas la partie assurance, IAIS et EIOPA, mais toute l'architecture internationale et européenne qui s'est mise en place ou qui a été refondue suite à la crise précédente. Ce qu'on peut dire, c'est que, bien sûr, les réponses ne sont pas complètement identiques. On a un certain nombre de différences. Bon, un exemple qu'on peut donner, c'est que sur l'exclusion du ratio de levier des prêts garantis par l'État, on n'a pas cette mesure dans le quick fix européen, alors que pour un certain nombre de programmes américains, c'est le cas. Mais au-delà de ces différences, ce qu'on voit quand même, c'est que les messages qui ont été passés, la nature des mesures qui ont été prises vont clairement dans le même sens et sont organisées autour de réponses qui sont cohérentes et qui sont coordonnées et suivies au niveau international et au niveau européen. Et je crois que c'est évidemment un élément extrêmement important de confort, de visibilité fourni aux acteurs et à toutes les parties prenantes. Pour terminer, c'est un petit peu de temps aussi aux questions sur la dernière page. Là, j'ai beaucoup traité les réponses du moment, mais bien sûr, il y a tous les sujets de moyen terme et tous les impacts de deuxième rang qui doivent être qualifiés, qui doivent être traités. Ces réflexions, elles sont déjà engagées au niveau international et au niveau européen. Je pense qu'on peut les résumer autour de 3 axes. Le premier axe, c'est fondamentalement les mesures qui ont été prises, y compris d'ailleurs les mesures de nature législative au niveau européen. Ce sont des mesures qui sont essentiellement des mesures temporaires, des mesures qui ont vocation à traiter les effets cycliques de la crise. Donc, première question, c'est quand et comment on sortira de ces mesures en évitant bien sûr des effets de falaise, effets secs, un sujet extrêmement important. Et bien sûr, les réflexions ont commencé à être engagées sur cette première problématique. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on tire les leçons de la crise et de l'application du cadre prudentiel rénové suite à la crise précédente. Comment est-ce que ce cadre, c'est encore une fois un stress test réel du cadre prudentiel mis en place au niveau international et européen suite à la crise précédente. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il est utile ou indispensable de prendre éventuellement d'autres mesures ou de renforcer la communication sur un certain nombre de points? Est-ce qu'il y a des sujets un petit peu plus à long terme qui doivent être traités et faire l'objet éventuellement d'ajustements? Je parle bien d'ajustements. Ce qu'on constate, c'est que l'activation des mesures et ce cadre il fonctionne
plutôt bien dans le contexte. Il nous permet d'adresser les problématiques qui se sont posées à court terme. Et pour autant, il est important d'avoir d'ores et déjà cette réflexion. Là, je donne quelques exemples. La procyclicité, j'ai évoqué un certain nombre de chantiers. Toutes les problématiques de résilience opérationnelle, de risque cyber, qui étaient déjà très haut dans l'agenda réglementaire, mais qui évidemment le reste et sont renforcés avec le contexte actuel. Puis, toutes les problématiques de l'utilisation des coussins. C'est la première fois où on utilise les mesures de flexibilité dans le cadre d'une crise de grande ampleur. Quelles leçons on va pouvoir en tirer à moyen terme? Évidemment, un sujet absolument essentiel. Et puis le dernier point, je ne vais pas le développer, Alain Lorrain en a donné beaucoup d'éclairage, beaucoup de perspectives, c'est évidemment tous les effets de second rang sur la dégradation de l'environnement de crédit, d'une augmentation des prêts non performants et donc les effets de second rang sur le secteur financier qui sont déjà l'objet d'une surveillance renforcée, d'une évaluation des différents scénarios par les autorités, mais c'est évidemment le sujet prioritaire sur la période à venir. Voilà, merci. J'étais un petit peu long, mais je pense que quelques minutes pour les questions. Merci beaucoup Frédéric et Alain pour cette double présentation, enfin ces présentations très complémentaires. On va passer rapidement aux questions. Je n'en vois qu'une là qui est une question très générale. Alain, on va apporter juste un petit élément de réponse peut-être avant d'y revenir dans une prochaine session, mercredi prochain, sur l'impact de la pandémie sur la stabilité du secteur bancaire et la comparaison avec la zone américaine. Oui, alors peut-être, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Peut-être un commentaire sur l'Europe d'abord. En Europe, quand on regarde les prévisions de croissance pour l'année 2020, écoutez, on n'est pas à quelques basis points de différence, on est à de très nombreux points de croissance de différence. Quand on regarde par exemple les prévisions de Unicredit sur la croissance en 2020, on est à moins 13, moins 14. On n'est pas à moins 13, moins 14 dans le nord de l'Europe, ou aux Pays-Bas, ou même en Belgique, ou même en France d'ailleurs. D'accord. Donc en fait, la zone euro ou l'Europe en les plus généralement est soumise à un choc certes très important pour tout le monde, mais à des degrés très divers. Donc, on ne va pas avoir les mêmes conséquences dans les économies européennes et donc on n'aura pas les mêmes réponses non plus ou le même choc pour les systèmes bancaires. Donc, on s'attend, la fragmentation de l'Europe, on va la voir. C'est le cas. Alors, maintenant, s'agissant des États-Unis, les banques elles sont affectées d'une autre façon. Une des raisons, c'est que en fait, elles ont des expositions différentes. On a vu une augmentation du coût du risque dans les banques américaines, notamment en ce qui concerne les expositions non unsecured. Le crédit à la consommation aux États-Unis, c'est très important. Quand vous avez des millions d'Américains qui tout d'un coup se retrouvent au chômage, ils n'honorent plus leur carte de crédit, ils ne payent plus. Et donc, on a eu une augmentation du risque aux États-Unis beaucoup plus importante qu'en Europe. Alors, je dirais en Europe également, on ne peut pas dire que tout est homogène. On a constaté des différences aux États-Unis entre banques américaines, mais on a constaté également de fortes variations entre les banques européennes sur le coût du risque au premier trimestre. Alors, on verra, c'est l'enjeu du premier semestre, parce que beaucoup de banques nous ont dit oui, mais nous, on ne voit pas très clair. Alors, la question, c'est de savoir si au deuxième trimestre, elles vont y voir plus clair. Q2, comment va se passer Q2?
Et est-ce qu'il va y avoir convergence ou permanence des variations? Très bien, merci Alain. Une question que j'avais sur les coussins, puisque on a compris que les régulateurs avaient été relativement constructifs et facilitants sur l'utilisation des coussins. Une question à vous et à Frédéric. Est-ce qu'il y a une trajectoire tout de même de reconstitution de ces coussins? Est-ce qu'il va bien falloir revenir à l'objectif? Est-ce que les régulateurs se sont prononcés sur le rythme de reconstitution, la trajectoire, ou est-ce que tout ça est encore très, très ouvert et non précisé? Je peux faire une réponse. Ce qu'on va voir d'abord dans les jours qui viennent, c'est pas l'utilisation des coussins, Michel. Ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est pour un certain nombre de banques une augmentation du parc neural. Oui. Et donc, l'utilisation des coussins, on verra. Mais en tout état de cause, nous, pour qu'il y ait utilisation des coussins, c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs. L'utilisation des coussins, me semble-t-il, je crois que c'est le contrôle de Frédéric, mais autrefois, il était conçu comme absorber des pertes. D'accord? Alors, on nous explique que les coussins, c'est pour faire du crédit. Mais pour faire du crédit, il faut une demande de crédit. Et la demande de crédit n'est pas toujours là. Et par ailleurs, les banques sont légitimement soucieuses de préserver la qualité de leur bilan. Si elles doivent prêter demain pour subir des pertes après-demain, c'est pas terrible. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate en Italie. En Italie, les banques commencent la crise avec des ratios de NPL en moyenne 7%. 7%, c'est énorme. Vous comprenez bien qu'elles ne sont pas tentées d'aller faire des bêtises, même avec des PGE. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup. On a juste dépassé l'horaire, ce qui veut dire qu'on n'a plus tant de temps pour des questions, sauf si tel ou tel arrivait. Non, je ne vois pas de nouvelles questions, donc c'est probablement Édouard qui va dire quelques mots de